tous. Avant de commencer, puis-je juste vous demander d'éteindre les GSM? Merci. On l'avait déjà éteint. Oui, je l'ai pas fait. Il a déjà éteint, le GSM. Non. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse où nous avons l'honneur d'accueillir M. Adolphe Muzito, ancien Premier ministre du 10 octobre 2008 au 6 mars 2012 en République démocratique du Congo et ancien cadre du Parti lumumbiste unifié. Il est également député national. Rappelons que M. Muzito a été ministre du Budget sous le gouvernement Kizenga. Candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018, sa candidature a été invalidée, en même temps que celle de M. Jean-Pierre Mbemba et celle des autres candidats. Et ceci est intervenu après que M. Moïse Katumbi ait été exclu du processus par le gouvernement qui lui a refusé l'accès au pays. C'est dans un contexte sociopolitique très tendu en République démocratique du Congo que nous allons aborder la question électorale aujourd'hui avec un candidat qui prend part au processus. Aussi, Monsieur le Premier ministre, nous allons vous laisser la parole pour nous éclairer non seulement sur les enjeux actuels qui impliquent tant la classe politique congolaise que la région des Grands Lacs, sans oublier l'implication internationale à différents niveaux. L'élection présidentielle n'étant qu'une étape, quel est l'avenir du Congo où plusieurs provinces en proie au conflit saignent, sans compter la misère indicible des populations congolaises? Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci. Merci, madame. Bonjour tout le monde. Apparemment, le micro pose problème. Hein. Ça va. Ça va, hein? Bon, de toute façon, je peux parler sans micro, c'est pas grave. Pourvu que le vote soit en mesure de m'enregistrer. Merci, messieurs, mesdames, la presse d'être venus spontanément à cette conférence. Je vais être bref dans mon introduction parce que l'actualité est très brûlante et très abondante. Je vais m'interdire d'orienter les discussions de manière à vous permettre, à travers les questions, d'ouvrir le maximum Merci, mesdames, messieurs la presse, d'être venus nombreux à cette conférence. Je vais être le plus bref possible dans mon introduction pour vous permettre de poser le maximum de questions de manière à ce qu'on aborde les maximum des questions qui concernent l'actualité de mon pays, la République démocratique du Congo. En guise de commentaires par rapport au processus proprement dit, je voudrais dire que l'enjeu aujourd'hui, les sujets aujourd'hui, ce n'est plus la validation ou l'invalidation des candidats. Ce n'est pas ça l'enjeu. Vous vous souviendrez qu'à quelques minutes, à quelques heures de la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle, les candidats de l'opposition ont fait une déclaration à travers laquelle ils ont prévenu qu'ils allaient continuer leur liste, quels que soient les candidats qui seront validés ou invalidés, parce que l'essentiel pour nous, c'est le processus en lui-même. C'est pourquoi j'ai dit les sujets. L'enjeu, ce n'est pas la validation ou l'invalidation de tel ou tel candidat. Moi-même, j'ai été invalidé.
Je n'ai pas d'assurance que je serai validé par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas ça la problématique pour moi. La problématique, c'est le processus. Et s'il reste en l'état, le 23 décembre 2018, Kabila sera toujours au pouvoir. Après le 23 décembre 2018, il sera toujours au pouvoir, directement ou indirectement. Indirectement à travers son dauphin, M. Chadari. Et parce que si le 23 décembre il organise les élections, ce ne sera que parce qu'il sera sûr de les gagner. Grâce à la fraude, à travers la machine à voter. Grâce à la fraude, à travers le fichier qui comprend plus ou moins 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale. Mais aussi à travers l'exclusion des candidats qui comptent. C'est pourquoi notre objectif, c'est les processus. La question qui se pose aujourd'hui par rapport à ces processus, et puisque tel qu'il est et tel qu'il continue, s'il doit continuer, Kabila va rester au pouvoir, comme je l'ai dit, parce qu'il ne pourra les organiser, ces élections, que s'il est sûr de les frauder. Et comme je l'ai dit aussi, il sera là à travers son candidat. L'opposition, ou du moins la partie de l'opposition qui se sera choisie, aura le choix de l'accompagner pour qu'il ait un faire-valoir. Ou alors, de les boycotter. Là encore, on aura construit un boulevard pour lui. Ça, c'est la première possibilité pour Kabila de rester au pouvoir indirectement. La deuxième possibilité, c'est de ne pas organiser les élections, comme c'est probablement le cas du fait des contraintes qu'il ne veut pas lever, à savoir les financements, à travers les contraintes logistiques dont il ne veut pas de l'appui quant à la communauté internationale qui propose, aussi bien la communauté internationale de manière générale, mais que le pays de la région. Là encore, il n'aura pas organisé les élections et il va se maintenir au pouvoir parce qu'il aura négocié de l'entretemps les dialogues qui va lui permettre... Celui-là, qui est dit au baffle. Il faut donc que je reprenne alors. Non, ça va, c'est bon. Donc, à travers le dialogue, encore un dialogue qui sera sous son contrôle et dont il va dicter les tempos. La question est de savoir, faut-il permettre à Kabila d'avoir le contrôle et à lui seul le contrôle du processus électoral? Que non. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative, dans la perspective de ce que nous avons signé comme accord en tant que candidat de l'opposition, de consulter les amis, les pairs qui sont ici en Europe, et j'ai déjà commencé, pour qu'ensemble on réfléchisse à la stratégie qui nous permette d'obtenir et l'accompagnement de la communauté internationale, et l'accompagnement des pays de la région, mais aussi l'accompagnement du peuple lui-même. Ça, c'est pour un front qui nous permet d'avoir des élections, et des élections aussi bien démocratiques, qui excluent la machine à voter et qui permettent de corriger le fichier, mais aussi qui nous permet d'obtenir l'inclusivité. Le deuxième front, c'est celui de commencer à réfléchir dès maintenant au programme commun. Programme commun de la coalition qui devra être la nôtre, mais aussi vision commune pour le candidat président de la République. Parce que, comme vous le savez, la RDC a un régime politique qui veut que nous ayons deux têtes de l'exécutif. Le président de la République, qui est le garant du fonctionnement des institutions, le gouvernement à travers le Premier ministre qui élabore, prépare et soumet au Parlement, une fois avalisé, les programmes et l'exécutif, et pour l'exécuter. C'est en cela que le chef de l'État, comme garant du fonctionnement des institutions, n'est pas responsable politiquement. C'est le chef du gouvernement et le gouvernement qui sont responsables de la politique, de la gestion au quotidien de la République. Ce qui fait que le programme ne doit pas être celui du chef de l'État, en ce que lui n'a pour prérogative, évidemment, il a des domaines de compétences, notamment la défense, la sécurité intérieure, la justice, mais aussi la diplomatie. Ce qui lui est demandé, c'est d'éditer une vision que le gouvernement met en application. Mais l'initiative, la préparation du programme relève du gouvernement, qui implique le chef de l'État tout simplement en sollicitant sa collaboration. Nous sommes un peu un système comme à la française, mais aussi comme à la belge, en ce que
notre roi, notre chef de l'État est plus ou moins inactif, sauf pour ces 3 ou 4 domaines qui relèvent de sa compétence où il a prééminence, mais le gouvernement, c'est plutôt les programmes, c'est celui du gouvernement. Je dis bien du gouvernement en ce que le président de la République est irresponsable et que c'est le gouvernement qui élabore le programme du gouvernement et l'exécute, mais il élabore en collaboration avec le chef de l'État. Donc il y a un front qui doit commencer à réfléchir pour une mise en commun d'une vision du chef de l'État, parce qu'il nous en faudra un comme candidat, mais aussi un programme de la coalition, celle des partis dont les candidats présidents de la République sont les chefs de file. Et donc nous avons commencé nos échanges. Je ferai le même effort, la même démarche à l'intérieur du pays vis-à-vis des autres candidats, validés ou non. Parce que je considère que par rapport à notre objectif, c'est lui d'avoir des élections transparentes, inclusives, démocratiques. C'est un front qui concerne tout le monde. Il est possible que les candidats qui ont été validés soient amenés à considérer que la lutte est plus ou moins est gagnée, que non, de mon point de vue. Dans la mesure où ce que le président Kabila fait n'a fait que nous séparer, nous diviser, pour mieux nous abattre les uns après les autres. Parce que je ne vois pas un seul candidat de ceux qui sont validés, et c'est valable y compris pour nous aussi, gagner et gagner seul. Donc on a besoin, face à un candidat unique du camp présidentiel, que nous ayons aussi un candidat unique, mais qui suppose qu'il ne s'agira pas du choix d'une personne, et qui devra remplacer une autre personne à la tête du pays, à savoir M. Kabila. Il s'agira d'une politique qui va remplacer la politique de M. Kabila, qui aujourd'hui a montré ses limites. C'est dans la perspective donc de ces 2 fronts pour faire pression et obtenir de bonnes élections transparentes, exclusives, démocratiques, mais aussi pour les gagner une fois la perspective des élections venait à se dessiner, pour qu'on les gagne et qu'on les gagne sur fond d'une vision, d'un projet qui présuppose aussi que nous nous mettions d'accord sur ce que moi j'appelle, fort de mon expérience de gouvernance les années antérieures, ce que j'appelle les contrats de gouvernance. Je crois que dans les discussions, je pourrais en dire un mot. Je suis à votre disposition, donc je ne vais pas être long. Je voudrais plutôt m'exprimer sur la base de vos questions. Ça me permet de mieux cibler les questions qui vous intéressent en tant que relais de la communauté tant nationale qu'internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc nous passons à la partie des questions. Je vais chaque fois prendre 2 questions et permettre à Monsieur le Premier ministre de répondre et ainsi de suite. Voilà. Nous avons Monsieur... Je commence par là, Monsieur Koussanika et puis Monsieur derrière. Je pense que c'est mieux pour être entendu. S'il vous plaît. Merci, Fabien Boussouani, de la Chambre TV 1. Je pense que c'était au mois de juin que vous étiez ici. Et nous avons posé la question si vous étiez encore du PALU ou si vous faites partie de l'opposition, parce que le PALU c'est un parti de la majorité. Vous avez dit que l'opposition c'était l'état d'esprit. Aujourd'hui vous parlez comme un opposant. Est-ce que c'est à dire que finalement l'opposition devient l'état physique, que vous y trouvez maintenant comme tel? Et pour ceux qui nous suivent, parfois, ça apparaît comme ça manque beaucoup de crédibilité d'avoir été, disons-le comme ça, accompagnateur de Kabila, et en quelques minutes, on devient opposant. Qu'est-ce que vous répondez? Deuxième petite question. Quand on vous voit, on vous a aussi posé la question si vous étiez du PALU. Vous sembliez dire que vous étiez encore du PALU, même s'il y avait des problèmes. Nous sommes toujours au mois de juin. Et aujourd'hui, vous représentez le nouvel élan. Là n'est pas la vraie question, parce que bon, on nous dit souvent que la politique est dynamique. Mais quand on vous voit, on pense également à Antoine Griezmann. Et d'autres disent que c'est votre oncle, c'est à vous de le dire ou pas. Mais Antoine Griezmann est également candidat, comme vous. Beaucoup de gens se sont posés des questions. Là, je vais vous poser une question à titre personnel. En tant que citoyen congolais, en tant que, entre guillemets, neveu d'Antoine Griezmann,
qu'Antoine Gizenga soit candidat sur une échelle de valeurs, vous considérez que c'est inacceptable, honteux, ou tout simplement, c'est une véritable catastrophe pour la République démocratique du Congo, et même immorale. Merci. Merci. Je prends une deuxième question. Non, s'il vous plaît, madame, hein, s'il vous plaît. J'aime bien être le plus précis possible hein, pour éviter que j'ai lu l'une ou l'autre question. Parce que ces questions sont précises, bien que provocatrices, mais ça mérite quand même qu'on y réponde. S'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas de contradiction parce que justement, c'est vous qui êtes en contradiction par rapport à la question. Quand d'une part, vous dites que j'ai répondu, s'agissant de ma qualité d'opposition ou pas, j'ai répondu que l'opposition était un état d'esprit. Je voudrais rappeler ma réponse. J'avais dit que je suis opposition de deux manières. Premièrement, comme citoyen, opposition citoyenne en tant que citoyen. Comme tout Congolais, nous sommes contre un chef de l'État qui s'éternise au pouvoir sans mandat du peuple, en violant la Constitution. Et de ce point de vue, tout Congolais citoyen respectueux des textes de la République doit s'opposer au président Kabila. Ce n'était donc pas une opposition politique de ce point de vue-là. Mais que je me refusais de m'identifier comme opposition face à un pouvoir qui n'est pas une majorité, et moins encore, qui ne dispose pas d'un programme auquel je pouvais m'opposer. Kabila fait un mandat depuis 2016. Il n'a pas de mandat, il n'a pas de politique publique, il n'a pas une majorité venant du peuple, et donc je m'interdis de faire de lui opposition pour qu'en cela je devienne finalement celui qui légitime son pouvoir. Mais par contre, que j'avais une vision alternative à la sienne, politiquement parlant. Et ça transpire à travers mes tribunes, à travers les ateliers que j'avais organisés dans le cadre du parti, mais aussi à travers mes universités populaires. Donc, je m'oppose à sa vision politique. Mais j'ai refusé en même temps de me considérer comme opposition tout simplement parce que je n'aurais pas été au gouvernement. Ils sont nombreux qui ne sont pas au gouvernement, qui se disent opposition alors qu'ils n'ont aucune vision alternative qu'ils opposent à Kabila. Et que probablement ils peuvent aller au pouvoir et avoir les mêmes vues et les mêmes pratiques politiques. Donc ils n'ont rien d'opposition. J'ai refusé aussi de me définir comme opposition parce que j'ai serais membre d'une coterie qui se dit opposition et qui trouve que c'est elle qui donne la légitimité d'être opposant. Moi je dis, ils sont nombreux qui se disent opposition, et parce qu'ils sont opposés à la personne de Kabila, plus qu'ils ne sont opposés à sa vision politique, parce qu'ils n'ont pas présenté une vision alternative à travers des propositions et contre-propositions. Voilà comment je le définissais, et que je définissais certains qui se disent opposition et qui s'en prévalent, comme si ne pas être au pouvoir et s'opposer à conférer une légitimité à un homme politique. C'est plutôt la qualité de l'offre politique qui doit déterminer la différence entre celui qui est au pouvoir et en termes de projets. Voilà comment je me suis défini en son temps. Et je continue à dire la même chose. Mais maintenant que deux cousins membres d'une famille soient candidats, pour autant qu'ils appartiennent à deux partis politiques, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Peut-être que tu as une approche communautariste de la politique. Moi, ce n'est pas mon analyse. Donc, on peut bien être d'une même famille, être candidat, si on a deux visions où on appartient à des partis politiques différents. Voilà. Maintenant, tu dis, je me disais, proche de Gizenga, oui, moi je suis de sa lignée politique, c'est lui finalement qui m'a formé. Bon, j'ai mes analyses propres, j'ai quelque chose qui m'est spécifique, c'est vrai, mais je suis de la trempe de l'humouriste et des nationalistes. Je ne parle pas du nationalisme qui équivaut à un repli sur soi. Non, j'ai dit nationalisme comme défi à moi-même, au pays, parce qu'il s'agit de construire une nation comme alternative à ce que nous étions comme colonie. C'est un défi, comment faire l'unité du pays, intégrer le peuple culturellement, économiquement, géographiquement. C'est un grand défi. Donc le nationalisme, c'est pas, notre nationalisme n'est pas celui d'un peuple qui s'est dit nous avons des valeurs, des principes qu'il faut protéger, on ne s'ouvre pas aux autres. Non, nous, tout est à créer. L'intégration de la nation, une nation qui s'identifie à elle-même, mais qui s'ouvre et qui se construit avec les valeurs des autres, de l'universel. Voilà le nationalisme. C'est un défi par rapport à ce que nous avons été en tant que colonie. Voilà. Donc, je me reconnais à travers Gizenga, et j'ai grandi dans ce monde politique. Maintenant, ce qui s'est fait, je fais la différence entre le parti comme coquille et sa substance que je veux bien incarner et l'esprit. Et pour cela, je me sens proche de Gizenga, qui aujourd'hui, de mon point de vue, n'est pas responsable de ce qui se passe.
C'est un homme d'un certain âge, il a 94 ans. Il est plus en retraite qu'en action. Et vous savez bien, le Gizenga qu'on connaît, c'est lui qui a bravé la dictature coloniale, ensuite néocoloniale, mais qui après nous a donné la leçon, à savoir qu'on a besoin des Belges. C'est eux qui nous ont appris à écrire. Et que si nous sommes avec le Belge, ils vont nous aider à nous ouvrir sur l'Occident. Personne ne nous ferait confiance si nous ne pouvons pas nous réconcilier avec le Belge. C'est le meilleur ami que nous avons. Et pour nous être affrontés, on se connaît les odeurs, on peut mieux se chamailler en étant ensemble, et on peut mieux se réconcilier qu'on le fera avec les autres peuples. Nous, en son temps, nous dit-il, nous ne savions pas quel était le contexte de la guerre froide. Sinon, on ne se serait pas amusé comme on l'avait fait. Mais c'était bien en même temps de demander l'indépendance parce que ça relève d'un instinct de liberté. Les Belges ont construit une bonne colonie qui était prospère, même au-dessus des autres colonies, mais nous avions besoin de la liberté. Nous n'avions pas besoin de savoir si nous étions capables ou pas de gérer notre pays. C'est d'abord la liberté. Et maintenant, il faut tirer les leçons de là où nous, on s'était trompés, ainsi de suite. Donc, je suis gizenguiste. Je n'ai pas besoin d'être du Palou formellement, d'être dans l'appareil du Palou, encore que cet appareil, je ne sais pas ce qu'il en reste, mais je me réclame de cet héritage-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai abordé toutes les questions. Sa candidature immorale, honteuse? Non, sa candidature, de toute façon, elle a été mal faite par nos amis, hein, c'est-à-dire la direction politique qui s'est sentie désemparée complètement et qui attendait que Kabila désigne un candidat du Palou comme représentant sa majorité aux élections prochaines. Ils étaient naïfs et après ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. Et pour me piéger, pour affaiblir mes chances, dans la grande précipitation, sur ordre du régime, on a dit qu'il faut aligner la candidature de Gizenga pour affaiblir Mozito. C'est ce qui s'est passé. Et la suite, tu la connais. Nous en sommes encore à la Cour suprême de justice. En fait, Gizenga que tu connais n'est plus celui-là parce qu'il est en instance de retraite s'il n'est pas encore en retraite. Il est sous le contrôle de ceux qui veulent toujours l'exhiber parce que n'ayant pas et même la légitimité nécessaire, les leaderships nécessaires, ils continuent à l'exhiber pour justifier, comment je peux dire, pour l'utiliser comme fonds de commerce. Voilà ce que je peux en dire. Donc c'est une candidature dont il faut le reproche à ceux de la direction politique d'aujourd'hui. Ils ont abusé de sa personne. C'est tout ce que je peux dire jusque-là. Merci. Merci. Donc, je prends une question encore de ce côté-là et puis je viens ici. Oui. François Misser, donc je représente le journal allemand de Tageszeitung. Donc, une petite question de rappel. Donc, la CENI a validé votre candidature. Qu'est-ce qu'elle a allégué? Et vous, qu'est-ce que vous répondez à cette allégation? Ensuite, le Congo est un enjeu important, y compris pour tous ses voisins. Ils parlent plutôt pour Gizenga, ils indiquent candidat investi par les Palou et alliés. Ensuite, ils indiquent pour Mozito, candidat investi par l'UREP. Mais dans la feuille, plutôt dans la colonne d'observation, ils disent qu'il y a conflit d'intérêt entre Mozito et les Palou. C'est déjà une contradiction à l'intérieur de leurs propres observations. Donc, tout est clair que la CENI est un instrument du pouvoir de Kabila. Ils ont reçu l'ordre d'invalider ma candidature. Donc, les conflits n'ont pas de raison d'être parce que j'ai démissionné en bonne et due forme du parti de Mouviste unifié les 4 avant de déposer ma candidature le 8. Mais aussi, eux-mêmes ont pris acte de ce que je n'étais pas investi par le Palou, ma candidature. Elle a été plutôt par l'UREP et que le Palou aussi, plutôt le candidat Gizenga était investi par Palou et Alia. Encore que, quand ils formulent leur plainte contre moi, ils écrivent comme Palou. Or, le Palou n'est pas
un sujet de droit et du point de vue électoral. En principe, la plainte ne devait pas être reçue, et elle devait plutôt être rejetée et considérée comme irrécevable parce qu'il n'y a que Palou Allié qui peut entrer en contact avec la CENI. Ils n'en ont pas tenu compte. Deuxièmement, le Congo, vous dites, c'est un enjeu. C'est vrai, un enjeu stratégique. L'attitude des Rwandais, moi, je ne fais pas de reproches aux pays voisins. Le Rwanda, l'Ouganda, si longtemps que le Congo ne sera pas un pays en droit, mais surtout des droits. J'insiste sur le terme en droit, c'est un Lumumbis qui parle. Et vous voulez, on débattra de ça. Tant qu'il y aura pour nous n'aurons pas la vraie souveraineté. Le président Kabila s'est dit souverainiste. Pour moi, il n'y a pas de souveraineté pour un pays qui n'a pas sa défense, qui ne peut pas assurer l'intégrité de son territoire sur le plan sécuritaire. Il n'y a pas de souveraineté pour une économie qui n'a pas de vraie monnaie. Il n'y a pas de souveraineté pour un État qui n'est pas en mesure de peser dans les concerts des nations à travers sa diplomatie. Et tant que nous serons faibles, ils viendront prendre illicitement, illégalement, tout ce que nous avons comme ressources. Et parce qu'on est faible sur le plan sécuritaire, on est faible sur le plan diplomatique, on est faible du point de vue économique. Et donc c'est nous les problèmes. C'est nous les problèmes pour nous-mêmes. Ensuite, les Angolais ils considèrent que nous sommes une source de sécurité pour eux. En plus que nous avons beaucoup d'opportunités et en commun, on a beaucoup de potentialités sur le plan des ressources naturelles qu'on peut exploiter ensemble et développer nos deux pays pour que notre pays ne soit pas une source d'insécurité pour l'Angola, en ce que nous n'avons presque pas de frontières, ni géographiques, ni linguistiques, et les Congolais ont tendance d'aller en Angola pour fuir la pauvreté chez eux, et donc c'est une source de sécurité pour eux. En même temps, si chez nous ça ne marche pas sur le plan sécuritaire, donc il y aura un mouvement migratoire qui pourra créer une crise difficile à combattre. Donc ils sont intéressés et ils veulent bien que les choses se passent de manière correcte pour qu'on aille vers la stabilité à travers des élections qui soient démocratiques, transparentes et inclusives. Et là-dessus aussi, nous allons nous battre pour obtenir leur soutien pour qu'il en soit ainsi. Nous nous appuierons et sur eux et sur le peuple. Donc l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda sont une opportunité, en même temps qu'ils peuvent se révéler être une source d'insécurité, d'instabilité. Si nous-mêmes, nous ne nous organisons pas pour défendre notre patrie et nos intérêts. Merci. Merci. Je prends le pasteur Bobo ici et M. Nouriti. Bobo Koyangwa pour un peu de TV, le pasteur Bobo. Ma question est la suivante. Vous saviez très bien que Antoine Gizenga était déjà en retraite. Vous saviez très bien que vous alliez poser votre candidature. Mais pourquoi avez-vous pas eu le courage de créer un mouvement comme Macron en France? C'est ça ma première question. Et ma deuxième question, c'est on voit un rapprochement des candidats invalidés. On voit vous, les autres, Katumbi, Demba, jusqu'où va aller ce fonds? Merci. C'est ça mon... Oui, je vous laisse. Merci. Bon, puisque je suis allé, j'ai présenté ma candidature sous les couleurs de Nouvel Élan, sur fond du soutien et de l'investiture de l'UREP, du PPA, de l'AA et de l'Université populaire. Vous me reprochez peut-être d'aller l'avoir fait un peu tard, parce que j'étais de bonne foi et je pensais qu'il fallait épuiser la possibilité au sein du parti pour mon investiture. Et donc, j'ai toujours répété, je crois qu'on en a discuté la fois dernière, j'ai dit que le peuple n'est pas dans le parti politique. En termes électoraux, le parti pèse 3%, mon parti, avec 17 députés sur 500 au sein du Parlement. C'est plus ou moins la même chose avec les autres partis. Le PPRD ne pèse que 12%. Donc voilà, le Congo est conduit par ce que j'appelle un borgne, parce que les Congolais sont aveugles.
sur le plan strictement politique. Et donc, la masse critique, du point de vue politique proprement dit, n'est pas dans les partis politiques. Les principaux partis politiques mis ensemble ne pèsent que 44% de l'électorat au niveau, au minimum, des élections présidentielles. Donc, à travers le Parlement, vous voyez que les partis, les principaux, n'ont pas la majorité. Ce sont les petits partis, les indépendants, qui constituent 6% de l'électorat. Et donc, la masse critique est en dehors des partis politiques. Je ne me laisse pas impressionner par les partis politiques, même si c'est un noyau nécessaire. Mais je crois que par rapport à l'électorat, il y a moyen de miser sur la société civile pour gagner les élections dans notre pays. Donc, à ce titre-là, je considère que mon mouvement nouvel est là et les partis qui nous soutiennent ainsi que l'Université populaire peut nous porter vers la victoire, mais en connexion avec les autres forces politiques. C'est pourquoi nous travaillons à cette unité de l'opposition, mais qui passe par un programme commun. Maintenant, vous demandez comment un candidat invalidé va chez les candidats tout aussi invalidés ainsi que ceux qui ne sont pas validés. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a deux fronts. Le front qui, pour moi, est essentiel, je dirais même existentiel pour notre démocratie, qui veut qu'on fasse toutes les pressions pour obtenir de la part de la communauté internationale, d'une manière générale, mais particulièrement des pays de la région qui se sentent en insécurité du fait de la crise congolaise. Mais du peuple lui-même aussi, pour qu'on ait des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Ça, c'est l'enjeu pour nous tous, qu'on ait été validé ou invalidé. Parce que pour gagner ces élections, d'abord, il faut qu'elles soient transparentes. C'est pourquoi le deuxième front maintenant, comment ensemble on peut avoir un programme qui nous crédibilise, une offre politique partagée qui nous crédibilise vis-à-vis de l'opinion. Et pour ça, là encore, il faut y travailler pour gagner la majorité présidentielle et donc avoir un candidat commun pour la présidence, mais aussi la majorité parlementaire qui est un autre front. En ce que vous pouvez avoir la majorité présidentielle, et si vous n'avez pas le maximum de députés à travers une majorité parlementaire, vous n'avez pas le gouvernement et vous êtes en situation, dans les scénarios de cohabitation. Le président, il est là, mais la majorité est dans l'autre camp, où vous serez obligé de cohabiter avec toutes les difficultés que cela comporte. Donc un double front, une vision partagée pour un candidat président de la République, avec un contrat de gouvernance. J'insiste beaucoup sur ça, c'est pas spécifiquement important chez nous, mais aussi une majorité parlementaire pour qu'autour d'un programme qu'on demande au peuple de nous donner le maximum de députés pour qu'on forme le gouvernement qui gère la République. Et donc, voilà, et ça, on n'a pas besoin de candidats pour rentrer dans une telle démarche. Parce que j'aurais, dans l'hypothèse où on me retient, on venait à me valider par la Cour constitutionnelle, je peux être éliminé quand on va choisir un candidat, président de la République de l'opposition. Je préfère être extrémiste, prendre une hypothèse diaboliste pour vous mettre à l'aise, mais je peux aussi être éliminé par le peuple une fois que j'ai franchi le cap du candidat commun et être battu. Donc, nous avons toutes les chances d'accepter à un moment donné d'être ouverts avec les autres, donc de par mon électorat. Et puisque j'en ai un, très grand, je peux faire gagner les candidats qui auront été choisis par l'opposition et peser sur l'échiquier et prendre l'une ou l'autre institution. Parce qu'il ne suffit pas d'être président de la République, on a besoin d'un allié d'abord pour le devenir. Pour un Congo où il faut être à plusieurs pour gagner, au Congo ne gagne jamais seul, l'expérience du président Kabila est là, alors qu'il avait 200, 300, 300 de partis politiques dans le cadre de l'AMP, il a dû faire alliance par la suite avec le PALU pour gagner. En 2011, c'était la même chose. Il a dû faire alliance avec nous et beaucoup d'autres forces politiques pour gagner les élections. Donc, ce sera le cas pour nous, les opposants. Il nous faut faire alliance. Et cette alliance, on en a besoin de la part de tous ceux qui peuvent avoir un électorat, pas nécessairement de ceux qui sont préalablement candidats députés, plutôt candidats président de la République. Voilà l'intérêt de la démarche pour ces doubles fronts, front pour de bonnes élections, mais aussi front pour qu'on gagne à travers un bon programme de gouvernement qu'il faut commencer à discuter dès maintenant. Merci beaucoup. Donc, monsieur. Bonjour, monsieur Moussito. Bonjour. Ma première question, je relais un peu l'opinion des Congolais. Que répondez-vous à vos compatriotes qui disent que nos hommes politiques
ont deux discours. Un discours progressiste, droit des l'homiste, tant qu'il broie le noir dans les rangs de l'opposition. Et ce discours devient tout de suite conformiste, et voire conservateur, dès qu'ils arrivent au pouvoir. Ça, c'est la première question. Vous avez dit que, dans votre conférence de presse à Kinshasa, vous avez déclaré que la CENI est sous la botte du pouvoir de Joseph Kabila. Je viens d'entendre à l'instant même, vous avez répété pratiquement la même chose, je vous cite. La CENI est un instrument sous la botte de Kabila. La CENI a organisé les élections en 2006. Ce sont ces élections-là qui ont permis à M. Gizenga de devenir Premier ministre en 2007. La CENI a organisé encore les élections en 2011. Alors ma question est de savoir, à partir de quel moment avez-vous compris que la CENI était sous la botte de Joseph Kabila? Merci. Je voudrais commencer par la première. Moi, quand j'étais au gouvernement comme chef de la coalition d'alors, chef du gouvernement, je n'étais pas un homme de discours, j'étais un homme d'action. Vous savez, notre pays et notre peuple ont un retard presque séculaire, sinon plus, sur le plan du développement, sur le plan de l'économie, sur le plan même de la gestion, sur le plan politique et institutionnel. Ce n'est pas lors d'un mandat qu'on atteint le plein emploi, ou si vous voulez, qu'on peut réaliser toutes les attentes du peuple. S'il vous faut 58 000 km de routes à construire, c'est les tracés colonial, 58 000 km de routes pour obtenir d'intérêt national et provincial, pour obtenir la fluidité. Aujourd'hui, on n'a que 3 000. Il faut donc 35 000 km à construire. On ne peut pas le faire en un quinquennat. Mais les Congolais, son attente, c'est de voir que la route passe dans chaque village. Et tous les villages, nous avons 145 territoires, 45 villes. Les chômages aujourd'hui, nous avons 90 millions d'habitants, plus ou moins 50 millions. C'est la population active, donc encline à travailler, à l'âge de travailler. Mais malheureusement, il n'y a que 10 millions en moyenne. Et les statistiques sont discutables parce qu'on n'a pas d'instrument fiable à ses propres. C'est l'ordre de grandeur. 10 millions, c'est-à-dire plus ou moins 20%. Les 80% ne travaillent pas. Pour le peuple, l'attente, c'est trouver du travail, non seulement aux 40 millions qui restent, mais aussi aux 10 millions qui s'ajoutent en 5 ans. Parce qu'en moyenne, c'est 2 millions de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Parce qu'on a un taux de croissance naturelle d'autant plus grand que finalement, ceux qui passent de 14 à 15, 16 ans et rentrent dans la population active, c'est plus ou moins 1 million, 2 millions. Pour inverser la courbe, il faut créer 1 million, 2 millions d'emplois chaque année pour arrêter l'augmentation du chômage. Ce sont des défis qu'un gouvernement, à travers un quinquennat, ne peut pas atteindre. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai réalisé plus ou moins les 80% des objectifs qui auront été le mien parce que j'étais un gouvernement des missions. Mais c'est largement en deçà des attentes. Que le peuple apprécie en disant ben, « c'est pas grand-chose », je comprendrais, mais qu'un intellectuel qui sait quels sont les objectifs. C'est par rapport aux objectifs qu'on évalue les résultats. Et par rapport au temps qui vous est imparti et aux moyens à votre disposition. Vous connaissez le budget de votre pays? Je présume que non. Et donc, j'ai obtenu l'annulation de la dette. Pendant tout mon quinquennat, il y a eu stabilité de la monnaie. C'est 4 milliards. Pardon? Les budgets. Oui, c'est 4 milliards. Qu'est-ce que vous faites avec 4 milliards? La Belgique est autour de 200 milliards hein, pour 10 millions d'habitants ou 11. Vous voyez? Je sais qu'il y a des candidats députés qui vous ont, plutôt candidats présidents qui vous ont promis un budget de 100 milliards de dollars. Je me pose la question. Quel est le cadre macroéconomique des références? Comment ils pourront partir des 4 milliards, je sais pas, d'une année à une autre pour atteindre 100 milliards l'année suivante? C'est ça le problème. C'est dans cette ambiance que vous vivez. C'est ça que vous mangez comme nourriture politique. Et donc, j'ai dit, je n'ai pas eu un discours mielleux parce que je n'en avais pas eu. J'étais plutôt dans l'action. Et après, j'ai changé d'attitude. D'ailleurs, mes tribunes ne portent que sur la critique par rapport à cette gouvernance, on sait qu'elle est sortie de la ligne. Quelle est la ligne essentielle? Un, où vous transformez les entreprises publiques qui aujourd'hui plombent l'économie. Ouvrir les pays à la société financière internationale, c'était un préalable, y compris pour qu'on obtienne l'annulation de la dette. Mais aussi qu'on ait des appuis budgétaires, des appuis à la balance des paiements. Quelles sont nos ressources en termes de devises en moyenne par année? Presque rien. Donc, pour un pays qui consomme
ce qu'il ne produit pas, il produit ce qu'il ne consomme pas. Donc on est tributaire de la conjoncture internationale. Pour cela, pour se sécuriser, on a besoin de travailler avec les systèmes à travers les FMI et la Banque mondiale, et pour des réformes, et pour les soutiens nécessaires quand on a respecté les réformes. C'est grâce à cette vision-là et que je voudrais voir s'implanter dans notre pays, l'ouverture sur les restes du monde en général, mais en particulier sur la communauté financière internationale. C'est grâce à ça que j'ai réussi, je le dis avec fierté. Et j'ai toujours demandé un débat à ces propos, chiffre contre chiffre, pour montrer qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai laissé par conséquent, les autres qu'est-ce qu'ils ont trouvé et qu'est-ce qu'ils ont laissé. Et donc si nous rentrons par rapport aux objectifs, au temps imparti à mon gouvernement, aux moyens disponibles, c'est-à-dire l'existant au moment où je commence, je crois que ce que j'ai fait, jamais on l'a fait dans notre pays et il faudra attendre longtemps qu'on le fasse, sauf si on venait à ces options que je propose. La deuxième question? La CENI, depuis quand elle est sous la botte de Kabila? Oui, la CENI est sous la botte de Kabila depuis très longtemps, sauf qu'à notre époque, sauf qu'avec Malou Malou, les choses étaient différentes. Les pouvoirs ayant pris goût, s'étant consolidés plus ou moins, ils ont pensé que pour garder le pouvoir, et tout simplement parce qu'ils sont devenus de plus en plus impopulaires, il n'y a pour moyen que d'organiser la fraude systématiquement et de mettre la CNU sous ses bottes. Elle n'en avait pas autant besoin à l'époque que maintenant. Aujourd'hui, s'il y a élection, c'est pour qu'on les fraude. Il n'y aura jamais élection sans perspective de fraude de la part du pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons aux élections dans ces conditions actuelles, avec les processus, toutes choses égales par ailleurs. S'il y a élection, c'est pour qu'on fraude. Et l'opposition, du moins la partie qui va le vouloir, soit qu'elle va à l'abattoir, quitte à ce qu'à un moment donné, elle négocie pour avoir un second rôle, dans le cadre d'un gouvernement, Premier ministre, président de l'Assemblée, pour appliquer les mêmes politiques qui ont échoué, et elle en mourra. Soit qu'elle boycotte les élections qu'on aura laissé faire, et encore là aussi, ce sera un boulevard pour le régime de Kabila. Ou alors accepter d'aller au dialogue avec Kabila, pour que, puisque c'est lui qui en aura l'initiative, qu'il perpétue son pouvoir, en partageant non pas les pouvoirs, mais les postes politiques. Et donc, pour revenir à votre question, j'ai dit que la CENI est sous les bottes du président Kabila. Merci. Merci, M. Chekita. Bien, Monsieur Adolphe Monzito, Premier ministre, vous avez beaucoup parlé de programme, de candidats communs. Moi, j'aimerais plus parler de la praxis politique, parce que s'il y a élection, il faudra qu'on donne des mots d'ordre à la population pour qui voter, pour quel homme voter. On votera un homme pour la présidence. Mais quand on regarde la praxis politique des hommes politiques congolais, je vous lis deux petits paragraphes d'un constat que j'avais fait en 2001 et j'avais publié un livre à l'époque, Peuple Mokonzi. De mémoire d'homme, de mémoire de Congolais, on n'a jamais vécu aussi mal. Chaque soir dans la capitale, on voit des kilomètres de colonnes interminables des gens qui rentrent à pied, la peau sur les os, visage hagard, mal chaussé, un sachet à la main contenant la maigre pitance de la famille pour la journée. Par manque de quelques comprimés de kiné, des centaines de parents assistent impuissants à la mort de leurs enfants. Ceux des gamins qui survivent ne jouissent pas l'un de leurs droits les plus élémentaires, les études. Le taux de déperdition scolaire actuel fait frémir. Nous sommes en 2018, 16 ans après. Le constat est le même. Et le personnel politique, quel est le personnel politique qui avait cru en Kabila en 2001, qu'il a venu au pouvoir? Quel est le personnel politique qu'il avait soutenu en 2006? Quel est le personnel politique qu'il avait soutenu en 2011 alors qu'il y a eu un hold-up électoral? Et quand on regarde ce personnel politique, on se rend compte qu'on a une clique d'individus, 10 000 maximum,
qui ont des signes extérieurs visibles des richesses sans cause. Maintenant, quel mot d'ordre on va donner au peuple? Le peuple doit-il sanctionner ces gens-là ou pas? Merci. Merci pour la description que vous faites de la situation de notre pays. D'abord, je commence par le dernier volet de votre... C'est nous qui apportons la contradiction. Vous dites tacitement que nous ne sommes pas crédibles, et c'est très possible. Et parce que finalement, tous on appartient à la même nomenclature. De sorte que, si alors notre alternative, c'est une personne physique qui remplace une autre, c'est davantage non crédible. Vous savez, vers les années 90, il y a eu un mouvement qu'on a appelé les 13 parlementaires. Ils font partie, ils étaient même du MPR. Encore que nous qui nous disons alternative, on n'a jamais été du PPRD ni de l'AMP. Mais n'empêche que, parce qu'ils ont apporté la contradiction, qu'il y a eu un début du changement, parce qu'ils sont venus se joindre à la lutte que menait déjà les lumumbistes depuis 60. Et ça grossit les rangs. Le peuple s'est emparé et s'est approprié du processus et a porté la revendication. Donc c'est souvent les architectes, si nous en sommes un, de l'ancien régime qui apporte de l'intérieur, mais ensuite de l'extérieur, la contradiction pour éveiller la population, éveiller les consciences. Donc tu ne peux pas rejeter la lutte des 13 parlementaires en ce qu'ils étaient leurs architectes, sinon les maîtres d'ouvrage de l'ancien régime. Ça, c'est le premier volet de la réponse. Mais maintenant, moi, je m'identifie, autant je reconnais avoir participé à ces régimes. Je ne l'ai pas soutenu pour lui-même. Je l'ai soutenu parce qu'il fallait trouver une alternative, apporter chacun de l'eau à sa pierre. Et je dis, et l'histoire rendra compte, ou rend déjà compte, que notre entrée au gouvernement en 2006-2007 a apporté ce que jamais le pays n'a connu auparavant, et même après. Nous entrons au gouvernement que nous dirigeons, on passe d'un budget de 800 millions de dollars, j'insiste, 800 millions de dollars à 1,6 milliard l'année suivante. On a donc doublé. Nous trouvons comme réserve de change 90 millions de dollars. Quand nous quittons le gouvernement, on laisse 1,7 milliard 100 millions. Gouvernement Muzito qui a relayé le gouvernement Gizenga. Les budgets, quand nous partons, nous les laissons à 3,5 milliards. C'est-à-dire on a quadruplé. Les salaires de médecins, nous l'avons trouvé à 300 $, on l'a amené à 1,5 million. Les professeurs d'université, 200 millions, on l'a amené à 2 000 $. Les fonctionnaires, il était à 23 $, nous l'avons amené à 100 $. Ainsi de suite. On obtient l'annulation de la dette. De quelle manière? Nous qui étions qualifiés de communistes, nous étions les plus ouverts au système financier international en ce que nous nous sentions l'obligation en tant qu'État de rembourser l'argent d'autrui. On s'est mis à rembourser, vous savez ce que ça représente en termes de coûts comme charge de la dette. Mais on a été d'autant plus régulier en la matière qu'à chaque fois, les FMI nous récompensaient par des appuis budgétaires. On a eu 6 revues concluantes. Jamais dans l'histoire on l'a connu. Nous avons obtenu que la communauté financière internationale, à travers les FMI et la Banque mondiale, donne caution qu'on s'est réendette après l'annulation de la dette. Parce que nous avions une dette de 14 milliards, on a obtenu des partenaires bilatéraux, subsidiairement multilatéraux, l'annulation de la dette jusqu'à 5 milliards de dollars. Donc on a obtenu l'annulation de 9 milliards parce qu'on a été discipliné. Ce n'est pas une discipline, j'allais dire, de soumission, mais une discipline liée au principe des droits pour être finalement éligible et fréquentable. C'est ce qui a permis que nous qui étions un pays très pauvre et très endetté, on était devenu un pays très pauvre mais non endetté. Je regrette que le président Kabila n'ait pas profité de ça pour réendetter le pays, pour financer les infrastructures, mais aussi pour financer des projets productifs capables de rembourser, mais à des conditions concessionnelles qui permettaient que le pays crée la richesse. Nous regrettons qu'après qu'on ait obtenu cette annulation, le président Kabila profite des économies du service de la dette et ferme la porte à la communauté internationale, alors qu'elle ne nous avait pas désendettés pour qu'on reste vierge financièrement, mais pour qu'on s'endette cette fois-là pour financer les infrastructures. Vous voyez la Belgique, là où vous êtes, ils ont une dette égale à leur PIB.
C'est plus ou moins 500 milliards de dollars de PIB et la dette, c'est équivalent. Le Belge que vous voyez est très endetté, mais riche et très endetté, avec un revenu moyen par an de 50 000 dollars, mais une dette équivalente. Sauf que la dette, on ne la paye pas, on la paye progressivement, avec des annuités. Mais les Congolais sont sous-endettés, mais pauvres, il faut choisir. Très endettés, mais riches, en ce que grâce à la dette, vous financez les infrastructures, qui vous permet d'augmenter votre richesse et qui vous permet aussi, en augmentant la richesse, d'améliorer votre production, qui vous permet de rembourser les budgets de l'État consécutifs à ces PIB étant le levier pour rembourser cette dette-là. Et donc, voilà un peu les réalisations qui auront été les nôtres et qui nous permet aujourd'hui de rebondir avec un niveau d'endettement qui peut aller jusqu'à... Aujourd'hui, parce que le PIB est à 50 milliards de dollars, on peut aller jusqu'à 30 milliards de dettes pour financer les infrastructures qui feront que le Congo soit un État, un pays, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Donc, mon cher ami, vous attendez l'histoire, elle vous rendra compte pour vous dire que nous, ce qu'on a fait, malheureusement, on n'en a pas profité par le gouvernement qui a succédé, qui est entré dans un souverainisme anachronique pour en fait justifier leur volonté de gérer dans l'opacité et de ne devoir rendre compte à personne. En réalité, c'est cela la stratégie. Et donc, ce qu'on a fait, on en est très très fiers, mais seulement, je suis d'accord avec vous, que c'est loin d'être perceptible par rapport aux attentes incommensurables pour un peuple qui a un retard de plus d'un siècle. Et donc, de votre part, pour peu que vous lisiez sans état d'âme les statistiques et les révolutions, vous vous rendrez compte et vous deviez même à la limite être fier pour dire que le Congo est quand même capable de bondir et de rebondir. Donc, en un mot, je suis d'accord pour un pays qui est né en faillite, si je parle en présence des Belges. On n'en est pas encore sorti, mais on a commencé la courbe ascendante. Et malheureusement que le gouvernement Kabila a commencé à s'aborder parce qu'on est parti d'un taux de croissance qui approchait les 2 chiffres, aujourd'hui un taux de croissance de 4%, après qu'avec ces gouvernements, on ait perdu plus ou moins 50% du pouvoir d'achat de la monnaie nationale. Donc, c'est vrai, en tant que nomenclature, on doit rendre compte, mais le plus important pour ce qui nous concerne, c'est de montrer qu'il y a une autre voie que celle-là, et que le pays peut commencer à reprendre, comme on l'a fait, la courbe ascendante, mais ça demandera beaucoup de temps, beaucoup de travail pour qu'on normalise la situation, qu'on atteigne les niveaux des autres pays africains qui sont pauvres comme nous, à la différence que nous, on est des sous-pauvres parce qu'on vit avec moins de 2 dollars par jour. Merci. C'est de Congo sur cette télévision. En fait, je sais que beaucoup de gens peut-être sont partis avec plusieurs questions par rapport au pays. Moi, je vais d'abord commencer par la presse. Pourquoi? Parce que, en général, j'ai remarqué que nos politiciens congolais n'ont pas vraiment ce respect de la presse. Je dis en particulier pourquoi. La dernière fois dont j'ai participé à notre conférence de presse, j'ai senti, c'est comme si M. Adolphe parlait aux étudiants de deuxième grade de la Kinshasa. Mais aujourd'hui, apparemment, vous êtes revenu sur votre main gauche. Vous êtes très calme, très à l'aise. Je vous remercie. Alors, pour cela, je dis aujourd'hui, M. Boussito a eu à travailler avec le pouvoir en place. Il y a une jeunesse qui vous assiste à l'école. Ils ne sont même pas concessionnaires perpétuels. Moi, je dis, comme nationaliste, je pense qu'il faut créer les conditions pour que le capital étranger qui va s'installer ne soit pas l'objet de la haine des communautés locales, parce que préalablement, on ne leur aura pas connu leurs droits fonciers, pour qu'ils participent à la formation de ces capitales et qu'il y ait la paix. Vous voyez un peu ce qui s'est passé au Zimbabwe. On est tellement allé loin dans l'exclusion de la majorité quant à la propriété foncière que finalement, il y a eu des contestations. On est allé dans l'autre camp qui a affaibli l'économie en expropriant les étrangers. Faisons en sorte que les communautés locales soient associées à la propriété du sol et du sous-sol. Moi, j'ai toujours dit que la part de l'État dans des sociétés telles que Tenke Fungurume, si l'État a 20%, il vaut mieux qu'il donne 5% aux communautés locales, qu'elles aussi entrent dans les capitales, siègent dans les organes statutaires, rentrent dans la bourgeoisie de demain, et c'est comme ça qu'on doit le faire dans les domaines fonciers et autres. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'histoire de vaches.
les vaches qui sont venues dans les Kwango, les gens qui m'ont vu aller voir les gens. Et ils ont ramené la question à la dimension sentimentale. Et ils ont pensé que, bon, parce que ces gens qui venaient étaient de l'Est, etc. Moi, ce n'est pas ce qui m'a intéressé. Parce que je considérais que même s'ils venaient d'à côté, ils auraient rencontré la même attitude de la part des communautés locales. En ce que celles-ci n'ayant pas de droits fonciers seraient toujours rebellées que ceux qui viennent investir chez eux viennent de la part des gens d'en haut, qui leur donnent les terres, sans que préalablement les communautés locales aient des titres eux-mêmes, et les titres elles-mêmes pour être en droit de négocier avec les venants qui peuvent bien investir chez eux. Que quelqu'un vienne du Rwanda, de l'Ouganda, il n'y a pas de problème à partir du moment où on peut mieux l'accueillir par les communautés locales qui seraient en droit de négocier leurs droits parce qu'elles seraient propriétaires, tout au moins concessionnaires des terres. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'y a que le pouvoir d'en haut, donc nous autres qui avons les terres, et s'il y a des étrangers qui arrivent, nous sommes seuls à négocier et à avoir des contreparties dans le processus de la formation du capital ou du développement, de la modernisation du secteur agricole. Vous allez voir qu'il y a une loi aujourd'hui selon laquelle il faut 51% pour les Congolais, 49% pour l'étranger dans les domaines fonciers. Moi, j'ai dit non. Ça, c'est une façon d'exclure les pauvres de la formation du capital parce que ceux qui peuvent avoir des terres à ce niveau-là, si un Européen vient investir chez nous et qu'il apporte 100 millions de dollars, il faut que le Congolais amène des terres de 50 équivalentes en valeur pour qu'ils soient actionnaires. Donc les petits n'auront jamais accès au capital, ils n'entreront jamais dans la bourgeoisie. Parce que n'oublions pas que nous sommes en train de passer de la phase féodale, j'allais dire même esclavagiste, vers le capitalisme, d'où la grande majorité des héritiers de la propriété foncière sont exclus en perspective. Donc c'est en étant nationaliste qu'on crée les droits pour les communautés, qu'on remplit les conditions pour le capital étranger entre et soit sécurisé véritablement. Et donc, comme lumumbiste, voilà la démarche qui est lumumbiste, mais les clivages gauche-droite, il est inéluctable. Dès que nous atteindrons la phase capitaliste comme infrastructure, il y aura un clivage entre gauche-droite parce qu'il y aura d'une part les ouvriers, d'autre part le capital. Ces moments-là, nous allons arbitrer. Moi, je protégerai les ouvriers dans ma politique, mais j'encouragerai les hommes d'affaires pour créer la richesse. Mais j'ai lutté contre l'injustice dans les rapports de force entre le capital et le travail. Merci. Je vais entre-temps prendre une question. Je n'ai pas Mesdames et messieurs, nous touchons tout doucement vers la fin de cette conférence de presse. Donc, je vais vous demander d'être, si vous voulez bien, le plus bref possible. Allez directement au but de votre question. Donc, je vais prendre une question de monsieur Toussanika. Et monsieur Sekita. C'était sa deuxième question. Monsieur éthique politique en RDC, on a parlé de la moralité de nos politiciens. Si on disait moralité individuelle de M. Mosito, avez-vous un rapport personnel avec M. Kabila? Sentez-vous aussi en danger face à votre groupe de politiciens qui ont un discours le jour et voient M. Kabila la nuit? Merci. Bon, moi, je n'ai pas de rapport personnel avec le président Kabila. C'est pas... il dit que ce ne serait pas le mépriser. Il a été mon chef, je lui dois respecter. Et puis, c'est le chef de l'État de mon pays. Dans le contexte actuel, je dis chef de l'État, mais pas président de la République. Parce que le président de la République présuppose que la République est en marche, elle fonctionne. Et que c'est lui qui la dirige, vient du peuple, il a un mandat pour se faire, tel n'est pas le cas. Et donc, pas de relations personnelles ni des relations politiques avec lui. Mais les autres politiques, je fréquente tout le monde, moi je suis positif par définition. Mon école politique, Gizenga, m'apprend que quand quelqu'un est dans le mal, il faut l'aider à aller jusqu'au bout et il finira par aller jusqu'au bout et se révéler. Là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude. Voilà. Il y a une autre question qui me posait, pourquoi je fréquente les hommes de droite? Mais est-ce qu'au Congo, il y a la droite et il y a la gauche? C'est prétentieux, camarade. Chez nous, on est encore à la phase, j'allais dire, même pas esclavagiste, à la phase de cueillette, de ramassage. Donc, on n'a pas encore atteint l'infrastructure, parce qu'il faut passer pour arriver au capitalisme et aller jusqu'au communisme. Hein. Il faut passer par la phase esclavagiste. On n'a pas eu d'esclavagisme chez nous à proprement parler.
une dynamique de création des richesses qui crée un conflit entre les chefs, l'esclavagiste et ses esclaves. Et passer à la féodalité qui améliore le sort de l'esclave qui devient un vassal ou un serf. C'est un rapport de production qui crée des superstructures. C'est finalement, sur le plan politique, c'est ce qui crée la monarchie. Et la monarchie est battue dans la lutte des classes, finalement, on revient au capital avec un serf qui devient ouvrier capitaliste. C'est ça qui est dans ces rapports qui a donné naissance à la République. Nous, on nous a transposé la République sans infrastructure appropriée, qui est le capitalisme et qui crée le conflit entre ceux qui organisent la production et ceux qui produisent. On n'en est pas encore. Il n'y a pas une droite congolaise qui serait représentante d'une bourgeoisie congolaise. Il n'y a pas une gauche parce qu'on n'a pas de masse, il y a une masse critique d'ouvriers et des paysans. Donc on est perdu quoi, entre les deux. Vous voyez ça? Et donc, il n'y a pas... Mais maintenant, dans l'hypothèse, il y aurait des hommes de droite. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient si on peut aller vers un programme commun. C'est le cas de l'Allemagne. Hein. Il y a un compromis où les libéraux renoncent à un certain nombre d'autres choses, acceptent qu'il y ait un peu plus de dépenses pour les sociales, un peu plus de taxes par conséquent. Il y a les socialistes qui font des concessions. Si il leur arrive de former un gouvernement de coalition, et c'est le cas de la France, on ne sait pas le pouvoir français, il est libéral, il est socialiste, sous les grandes superstructures gauche et droite ont été mises en difficulté par Macron. Et donc il faut être un peu plus pragmatique, je pense. Mais n'empêche qu'on ait sa ligne idéologique, hein, et qu'on porte ça comme principe, qui à ce que dans la pratique, si on ne peut pas gagner seul, qu'on gagne avec les autres, mais en discutant du programme pratique de gouvernance et qu'on fasse des concessions des parts et d'autre. Merci. Merci. Le problème des conférences, c'est qu'on reste souvent sur sa soif. Mais je t'ai promis une émission. Hein. C'est ça justement, peut-être, je voulais vraiment faire cette demande. Monsieur vous a posé tout à l'heure la question sur la raison de votre présence en Europe, notamment les rencontres avec vos partenaires. Il vous a demandé d'être un peu plus clair. Vous ne l'avez pas été. Mais on se souvient quand Félix Tshisekedi dépose sa candidature, il a parlé d'une rencontre des opposants en septembre. Il s'est fait, nous sommes en septembre. Est-ce que vous n'êtes pas là pour ça? Un peu une sorte de général bis, ou peut-être on trouvera un autre terme. Et nous avons un bruit qui court que vous pourriez vous rencontrer le 4 septembre. Vous confirmez ou pas? Deuxième petite question, la question de la nationalité, vous avez été plus clair, mais votre successeur, bon, peut-être pas direct, Bali Banga, a trouvé une parade, peut-être comme solution, un test d'ADN. Est-ce que vous le soutenez dans cette démarche? Vous avez parlé d'endettement pour financer les infrastructures. Très bien. Mais peut-être il y a un côté que vous n'évoquez pas aussi très souvent, c'est que nous n'allons pas endetter les futures générations d'infrastructures. Parce que quand on s'endette, ou même quand on ne s'endette pas, on a un peu d'argent, ce qu'on a constaté, c'est que l'argent finit dans les poches des individus. Nous avons des monsieur 10%, des monsieur 30%, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ou l'homme congolais tel qu'il se présente aujourd'hui est habilité à endetter ou à s'endetter pour le pays, alors que l'argent va dans la poche des individus? Et enfin... Non, s'il vous plaît, laissez-moi répondre. Hein. Vous pourriez prendre la parole. Parce que parce une deuxième question tue la première. à propos de l'endettement, non. Moi, quand je dis... D'abord, il faut savoir une chose. Il n'y a personne aujourd'hui qui vous prête l'argent sans être sûr de sa bonne gestion. Personne ne vous donne l'argent aux conditions financières qui ne sont pas compatibles avec les projets que vous voulez financer. Et sa relation en termes d'effets internes ou en termes d'avantages coût-bénéfice. Donc, cet endettement massif que je préconise pour le Congo, c'est sous l'égide de la communauté financière internationale, avec les coachs du FMI et de la Banque mondiale. Moi, je veux un endettement sain en termes de ces conditions financières qui soient les plus concessionnelles possibles. Je ne peux pas m'endetter, emprunter 1 milliard pour rembourser dans 1 an à des conditions de 10% pour un projet qui ne peut produire que 5%. L'endette enrichit si les conditions auxquelles vous empruntez sont en dessous de l'intérêt que cet argent peut produire à travers le projet qu'il finance. Voilà. Donc, FMI
nous allons gérer cette dette avec eux au profit de projets qu'on aura étudiés et dont on obtiendra des ravals à travers les prêteurs, etc. Maintenant, il faut faire la différence entre les principes même qui veulent qu'on s'endette parce qu'on a rempli les conditions d'endettement en termes de notre... On prend 2 ou 3 ratios. Les PIB, il est de 50 milliards en moyenne. Notre dette est à 6 milliards. On est en dessous des 10% de notre dette et de notre PIB. Les Congolais au-delà de 100%, Congo-Brazzaville. Le Sénégal approche les 80%. Nous, on est à plus ou moins 10%. On peut aller jusqu'à 50%. C'est-à-dire, on voit une dette qui, globalement, s'chiffrerait à 25 milliards, avec possibilité que le PIB monte les 5 années suivantes et améliore notre condition, et d'endettement et de remboursement. Nous avons un budget qui approche les 4 milliards. On peut utiliser 1 milliard au service de la dette. Aujourd'hui, on ne dépense que 200 millions au titre des services pour la dette actuelle qui se chiffre à 6 milliards. Donc, on peut dire que le pays, et nous ne pourrons pas financer les infrastructures qui sont un préalable pour toute croissance vraie, diversifiée et robuste, sans recourir à la dette, sans évidemment aussi recourir sous plusieurs formes. On s'endette ou on obtient les financements engageant nos actifs géologiques qui sont importants. Sachez qu'on est autour de 4 000 milliards qui représentent nos actifs géologiques, dont la moitié, c'est les gisements de fer. Et non, on a cette capacité d'endettement. On peut gager les trésors publics, on peut donner en gage nos actifs miniers, quitte à obtenir leur certification, etc. Mais maintenant, ces principes-là, on ne peut pas y renoncer parce qu'on n'est pas sûr de la gestion de cette dette. Nous aurons, et moi j'ai toujours travaillé avec la communauté internationale qui surveille nos comptes pour être éligible à la dette de la communauté financière internationale. Ceux qui ont l'argent sont organisés. Vous ne pouvez pas l'obtenir si vous n'ouvrez pas vos comptes au grand gendarme financier du monde qu'est le FMI avec son compagnon qui est la Banque mondiale. L'autre volet de la question. ADN, soutenez-vous? Non, mais ça, ce sont des détails. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Ça, ce n'est pas politique. Excusez-moi. Oui. Posez-moi des questions de nature politique. J'invalide, c'est possible, bon. Ça se passe comme ça, mais il faut savoir que la Belgique a des difficultés avec le gouvernement congolais. Pour moi, ce ne sont pas des difficultés. C'est vrai que les Congos, c'est au-delà. Les Congos et la Belgique, c'est au-delà même des institutions qui passent. Moi, j'apprécie le courage du pouvoir en place, du gouvernement en place, d'avoir accepté de subir les coups de ce point de vue-là. Y compris par rapport à la politique intérieure, pour sauver les intérêts de 2 peuples. Parce qu'ils tiennent à ce que le Congo se démocratise, le Congo ou se réconcilie avec la communauté internationale et que les choses marchent. Et c'est un grand pari, ils en ont eu l'écoute. Pour moi, je mets ça dans le cadre de l'amour éternel entre les 2 peuples. Quand les gens s'aiment pour l'éternité, ils sont souvent en colère de s'aimer pour l'éternité. De temps en temps, il y a des sauts d'humeur pour renouveler l'amour. Donc, du point de vue du peuple, des 2 peuples, c'est un épiphénomène. Okay. Donc, sachez que très probablement, nous pourrions avoir une réunion ici sous plusieurs formes et à plusieurs occasions et pendant longtemps et de génération en génération. Nous avons une dernière question, M. Chekita. Oui, merci. Une première question d'actualité. Nous avons appris, si vous pouvez le confirmer ou pas, le décès de Mme Bakassa. Si cela est vrai, pouvez-vous le confirmer, ne serait-ce que pour rendre hommage à son travail dans votre parti et nous parler un peu d'elle. La dernière question. Ici, on va aux élections. Et au prorata des sièges gagnés au Parlement, on se réunit, on fait un programme de gouvernement. Vous allez faire le contraire. Comment est-ce que vous allez allier les aspirations du peuple avec le fait d'avoir un programme avant? Merci. Merci. Oui, Madame Thérèse Bakassa est décédée, que son âme repose en paix. C'était une femme courageuse qui a joué un rôle important dans le développement de notre parti. À un moment donné, elle a eu des divergences avec le parti. Elle n'est pas la première ni la dernière. De votre ancien parti?
de mon ancien parti. Vous savez, dans la tête, là, c'est trop compliqué. C'est la même. Je n'ai connu que ces partis-là, veuillez me comprendre. Alors, donc, c'est un peu ça. Voilà, nous regrettons tous que la nature ait décidé ainsi. Alors, par rapport à votre deuxième question, non. Ce n'est pas parce que le gouvernement a été formé et qu'il prépare le gouvernement. Non, non, non. Les programmes existent préalablement. Chaque cadre, chaque militant porte les programmes, ou du moins les axes essentiels. Tout part de l'idéologie du projet de société. Et chaque parti, il faut arriver à la synthèse. Maintenant, la mise en place du programme du point de vue technique, ça relève des gens qui sont choisis au gouvernement. Là, ils font quelque chose de programmatique, de plus concret, de plus technique en partant de ce qu'ils ont dont ils héritent en termes de compte public de l'État. C'est pourquoi moi, je suis surpris de constater qu'il y a des candidats qui parlent d'un budget de 100 milliards de dollars au courant de leur quinquennat. Sans partir de chiffres existants, c'est que notre PIB est même inférieur au budget qu'il préconise les 5 prochaines années à partir de 2018. Notre budget en ressources propres est de 4,5 milliards en prévision. J'ai peur que ce ne soit 3,5 milliards à la fin. Et que par conséquent, il sera difficile de passer des 3,5 milliards de budget ou de 4 milliards en ressources propres à un budget de 100 milliards d'un exercice à l'autre. Si nous travaillons, parce qu'on n'est pas seul au monde, les partenaires internationaux dont nous attendons qu'ils nous prêtent l'argent ne vont nous le prêter que si nos comptes sont fiables. Nous ne pourrons pas les convaincre qu'il y aura un effort des services fiscaux et autres, qui permettra qu'on passe de 4 milliards en 2018 à 100 milliards en 2019. Et quel effort on fera? Cet argent, on va le collecter sur fond de quel PIB? Puisque le PIB lui-même a 50 milliards. C'est un chiffre qui est internationalement connu. D'où il faut dès maintenant nous mettre d'accord sur les chiffres et les cadrages macroéconomiques des références qui va sous-tendre notre programme. Donc, un candidat commun signifie aussi des chiffres communs. Parce que moi, je n'accepte pas d'avoir le soutien de quelqu'un qui a un tel budget parce qu'il va me demander de les réaliser. Parce qu'il va me dire, faites la pression fiscale de 25%, alors qu'aujourd'hui, on est à 9% de prélèvement fiscal avec notre administration actuelle. Je n'accepte pas qu'on me dise qu'on puisse faire un taux de croissance de 25% là, en partant d'un taux de croissance de 4,2% aujourd'hui. Sauf si on démontre que les chiffres actuels ne sont pas faux et qu'ils sont proches de 25%. Voilà l'objet des discussions, justement. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Puis-je me permettre de poser une dernière question? Alors, vous n'êtes plus modératrice. Hein? Merci. Là, vraiment, j'ai demandé la permission de pouvoir vous poser cette question parce que dans mon introduction, je parlais des provinces qui saignent. Et dans les provinces qui saignent, il y a l'horreur. On s'en prend aux Congolaises. Elles sont mutilées, elles sont violentées, elles sont violées. Ça se passe à Beni, ça se passe dans les Kivu, ça se passe au Kasaï. Il y a urgence de stopper cette hémorragie humaine. S'attaquer à la femme, c'est s'attaquer à la société congolaise tout entière. Et alors, je voulais savoir quelle place occupe cette préoccupation dans votre programme et à quel degré d'urgence ou de priorité vous placez cette thématique, cette problématique, parce qu'il faut stopper, vraiment stopper. Merci. Merci, madame. J'ai la même émotion que vous, mais je ne vais pas me limiter à l'émotion. Il faut agir et vite, mais pour le faire durablement, il faut des bonnes finances, une bonne économie. C'est parce que l'État, justement, a disparu. Il a disparu du point de vue technique, du point de vue administratif, donc surtout du point de vue économique, que tout ceci nous arrive. Il faut travailler à réhabiliter. C'est des sentiments qui vont nous permettre de mieux faire les choses et de les placer en ordre de priorité comme cela s'impose. Merci. Reprenant mon rôle de modératrice, je ne peux que remercier les journalistes et toutes les autres personnes qui ont posé des questions. Je ne peux pas discriminer une femme. Discrimine les hommes alors.
femmes. Donc j'évolue avec la modératrice dans le réseau des femmes congolaises pour la paix et la justice et pour la problématique des femmes. En 2006, lors des premières élections, nous avons travaillé pour essayer de porter les femmes sur les listes électorales pour pouvoir avoir l'effectivité de cette parité qui malheureusement n'a pas eu le succès qu'on escomptait. Je voulais vous demander, monsieur le Premier ministre, si vous êtes candidat, dans votre programme, quelle est la place de la femme dans vos listes électorales? Est-ce que vous allez aligner un certain nombre de femmes pour pouvoir permettre l'effectivité de cette parité qui nous tient à cœur? Et comment vous comptez le faire? Est-ce que vous alignerez les femmes au niveau des provinces étant à des bonnes places et alors leur donner aussi des moyens financiers, parce que c'est ce qui fait souvent défaut auprès des femmes? Merci. Je voudrais commencer par la problématique des moyens. J'ai une approche plutôt globale des moyens à donner aux candidats à travers leur parti politique. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut, autant nous demandons aux partis politiques de payer la caution, ce qui les ruine, ce qui fait même qu'elles aliènent leur autonomie en allant mendier chez les bienfaiteurs, dont ils auront l'obligation de respecter les politiques, très probablement. Je crois que l'État doit subventionner, et c'est comme ça que ça se passe dans le pays voisin, y compris à l'Angola, subventionner et matérialiser la loi qui prévoit un double financement, d'abord au titre des remboursements au prorata des suffrages dans le Parlement et pour les candidats députés au niveau national, mais les hommes. Et d'ailleurs, le patriarche Gizenga me disait en plaisantant, il dit, mais les hommes ont toujours dirigé le monde depuis les temps antiques. Maintenant qu'ils sentent que la femme risque de le renverser, ils planifient, ils plafonnent, ils disent 50%. C'est pour empêcher que la femme aille jusqu'à 80%. Donc méfiez-vous de ces beaux baratins des hommes, hein, avec ce qu'ils appellent la parité. En fait, c'est un plafonnement de la progression de la femme. Je crois qu'il faut encourager que la femme travaille, il faut l'encourager, la motiver pour qu'elle n'ait pas de complexe. Tout ceci est la résultante des longues traditions, y compris en Occident. Peut-être qu'ils sont un peu plus en avance, mais ils sont passés par là. Mais aujourd'hui, c'est une bonne référence. Nous devons encourager les femmes, mais ça doit être rentrer dans des politiques durables qui touchent y compris à la culture et à la société elle-même. Merci. Dans vos listes, vous avez raison. Oui, dans nos listes, je vous mentirais s'ils disaient qu'on a atteint 30%. Amenez un peu en dessous. Mais la femme, il ne faut pas non plus la tirer par les cheveux. Hein. Ça, c'est du baratin, non? Si c'est ce que vous attendez de moi, Pas du tout. Est-ce que vous seriez disposé éventuellement à permettre que nous, puisque nous le faisons dans le cadre de formation, est-ce que vous seriez disposé à éventuellement financer une formation de ces femmes candidates? Oui, comme gouvernement, oui, absolument. Ça va. Ça fait partie du programme d'enseignement. Comme tête de liste, votre liste à vous, pas de manière générale, mais concrètement, par rapport à... Mais je m'interdirais de discriminer les femmes les unes par rapport aux autres. Mais il faudrait les placer sur les mêmes, leur donner les mêmes chances. Et pour que les plus courageuses les soient et puissent monter parce qu'elles ont non seulement la capacité, mais la vocation. Parce que la politique, c'est une vocation. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci aux journalistes par vos questions pertinentes. Vous avez certainement relayé les préoccupations de la base et des populations congolaises. Et nous nous rendons compte que la situation du Congo est complexe, mais je sens que nous sommes tous déterminés pour en sortir. Merci beaucoup. Merci.